Le bruit métallique d'une clé frappant le béton résonna dans la réparation de Grigg et Son tandis que Marlin essuyait la sueur de son front. 42 ans avaient gravé sur son visage des lignes qui racontaient des histoires de guerre, de difficultés et de résilience tranquille. Ses mains calleuses portaient les marques d'une vie passée à réparer ce que d'autres avaient cassé. Le froid de novembre s'infiltrait à travers les murs minces du garage, mais Marlin le remarqua à peine. Les hivers de Pennsylvanie l'avaient endurci au fil des années. « Je ferme tôt, patron », a demandé Junot en sortant de dessous une Chevrolet avec de la graisse striant sa barbe noire. Marlon hocha la tête, action de grâce chez la belle famille. « Vous savez comment ça se passe », grimaça Junot. Ils avaient servi ensemble dans un rocher, avaient vu des choses qui liaient les hommes à vie. Mais même Junot redoutait les histoires de la belle famille de Marlin. Plutôt retourner à Fallujah que de traiter avec Glenn Beckett, marmonna Junot en s'essuyant les mains avec un chiffon. Qu'un rare sourire fendit l'expression stoïque de Marlin. Au moins à Fallujah, vous saviez qui étaient vos ennemis. La boutique était un témoignage de l'héritage de son père, modeste mais honnête, tout comme l'homme lui-même. Après le départ de la mère de Marlin quand il avait 8 ans, il n'y avait plus que lui et son père réparant des voitures et se bâtissant une réputation de franc-parler et de prix équitables. L'armée est arrivée plus tard, puis Lorna, puis les enfants. Désormais, le magasin était son point d'ancrage dans une vie qui semblait de plus en plus instable. Il ferma à clé en tapotant les criteaux usés au-dessus de la porte, Grigg & Son Repair. La partie et les fils avaient été l'optimisme obstiné de son père avant même la naissance de Marlin. Maintenant, avec Wesley à 14 ans, le signe avait enfin un sens, même si son fils montrait plus d'intérêt pour les ordinateurs et les carburateurs. La maison était calme à son arrivée. La voiture de Wa n'était pas dans l'allée, probablement déjà chez ses parents, pensa-t-il, se préparant pour la démonstration annuelle de l'harmonie familiale forcée. La maison qu'ils ont achetée il y a 10 ans était modeste selon les normes Beckett, une maison coloniale à 2 étages avec juste assez d'espace pour une famille de 4 personnes. À l'intérieur, il trouva une note sur le comptoir de la cuisine, « J'ai emmené les enfants plus tôt. Maman voulait de l'aide pour les préparatifs. Ne soyez pas en retard avec le pull bleu. Je t'ai acheté des Inolove, ou même son nom en bas, juste des instructions. » Comme s'il était un autre élément de sa liste de choses à faire, Marlin a froissé la note et l'a jetée à la poubelle. Leur mariage se refroidissait depuis des années, mais dernièrement, on avait l'impression que la température était tombée en dessous de 0. Il se doucha, se changea et regarda le pull bleu posé sur le lit. C'était cher, conçu pour lui donner l'impression qu'il appartenait au monde Beckett. Il l'enfila, sachant que la bataille n'en valait pas la peine. Le miroir reflétait quelqu'un qu'il reconnaissait à peine, un homme habillé pour la vie de quelqu'un d'autre. Le trajet jusqu'à Lancaster a duré 40 minutes. Chaque kilomètre lui faisait ressentir un serrement dans la poitrine. La maison Beckett apparaissait à l'horizon comme un petit château, 3 étages de briques et d'arrogance, avec des haies parfaitement taillées et une allée circulaire où étaient déjà garées des voitures de luxe. Marlin a garé son camion Ford de 10 ans à côté de la rutilante BMW de Gavin et a coupé le moteur. Il resta assis un moment, se rassemblant pour ce qui allait arriver. Par les grandes fenêtres de la façade, il les voyait tous bouger en riant, les verres de vin déjà à la main. Sa propre famille, Wesley et Clara, semblaient d'une manière ou d'une autre plus petites dans ce décor, comme si la grande maison les diminuait. Il entra dans l'allée de gravier, les pierres craquant sous ses bottes. Avant qu'il puisse atteindre la porte, celle-ci s'ouvrit pour révéler le sourire chirurgicalement perfectionné de Bonnie Beckett. « Marlin, nous nous demandions si tu y arriverais. » Son ton suggérait qu'elle espérait qu'il ne le ferait pas. Tout le monde est à l'intérieur. Essuyez-vous les pieds. La maison sentait les bougies chères et la dinde rôtie. Des photos de famille étaient alignées sur les murs, cérémonie de remise des diplômes, vacances, événements du country club. Malgré 14 ans de mariage, Marlin n'est apparu que dans un seul film, niché au bout d'un couloir où les invités s'aventuraient rarement. Des voix dérivaient de la salle à manger formelle. Le rire de Lorna, celui au perché qu'elle utilisait uniquement en présence de sa famille, résonnait au-dessus des autres. Marlin suivit le son. « Regardez qui a finalement réussi », a annoncé Glenn Beckett. Lorsque Marlin entra, le patriarche était assis au bout d'une table dressée avec de la Chine qui coûtait probablement plus que ce que Marlin avait fabriqué en un mois. Nous discutions justement de la nouvelle opportunité d'investissement de Gavin. Gavin leva son verre de vin avec un sourire narquois. Une start-up technologique qui s'implante au rez-de-chaussée pourrait tripler mon investissement d'ici le trimestre prochain. C'est merveilleux, dit Lorna sans regarder Marlin. Wesley et Clara étaient assis tranquillement.
Déjà formés à l'art du dîner politique, ils se sont éclairés en voyant leur père. Papa. Clara a appelé son visage de 12 ans en s'éclairant. Lorna lui lança un regard. Voix intérieure. Clara Marlin s'est déplacée pour serrer ses enfants dans ses bras, mais Bonnie les a interceptés. Le dîner est presque prêt. Lorna. Aide-moi avec les côtés, Marlin, pourquoi ne t'assois-tu pas dans le garage? Il y a un peu de monde ici et vous savez à quel point les chaises de salle à manger sont plus robustes. Glenn rit. De toute façon, il est habitué au reste. Lorna ne l'a pas défendu. Au lieu de cela, elle hocha la tête et ajouta, il aime le froid. Cela l'endurcit. Les mots ont frappé comme un coup de poing dans le ventre, mais Marlin a gardé son visage neutre. Il a appris à la guerre à ne jamais montrer quand tu étais blessé. Je te rejoindrai, papa, dit Wesley en se levant. Clara le suivit. Moi aussi. Ils portèrent leurs assiettes jusqu'au garage non chauffé où avait été installée une table à cartes. Le sol en béton était impeccable, contrairement à l'atelier de Marlin, mais le message était clair. C'est ici qu'appartiennent les invités messieurs. Désolé, papa, marmonna Wesley. Une fois seul, Marlin ébouriffa les cheveux de son fils. Il n'y a pas de quoi être désolé. Je préfère la compagnie honnête. Ils mangèrent dans un silence relatif, des rires venant parfois de la maison principale. Ni Glenn ni Bonnie, et notamment Lorna, ne sont venus les voir. Grand-père a dit, ta boutique ne va pas bien. Clara s'aventura au bout d'un moment. Est-ce vrai? Marlin posa sa fourchette. Les affaires ont été plus lentes, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas, maman a dit que nous devions peut-être déménager dans une maison plus petite. Wesley ajouta doucement. C'était une nouvelle pour Marlin, n'est-ce pas? Maintenant, avant que la conversation puisse continuer, la porte du garage s'ouvrit. Evangeline, la fille de Gavin, âgée de 16 ans, a glissé son assiette à moitié pleine. Puis-je rejoindre les exilés, demanda-t-elle avec un sourire de riz. Prends une chaise, dit Marlin. Evangeline était assise, replaçant ses cheveux noirs derrière son oreille. Contrairement aux autres Beckett, elle avait toujours été gentille avec Marlin. Il parle encore d'argent. Je ne peux pas le supporter. Ton père semble enthousiasmé par son investissement, a déclaré Marlin d'un ton neutre. Evangeline roula des yeux. Papa est toujours excité par quelque chose. Le mois dernier, c'était le mois de la crypto-monnaie. Avant, c'était une entreprise de boissons de bien-être. Elle baissa la voix. Il est bizarre depuis le divorce, essayant toujours de prouver quelque chose. Le garage redevint silencieux. Pendant qu'il mangeait, Marlin remarqua à quel point ses enfants se détendaient loin de la maison principale, leurs épaules laissant tomber leur sourire devenant plus facile. Penser lui faisait mal à la poitrine. Eux aussi ressentaient la tension. Puis vint le bruit des pneus sur le gravier. Par la petite fenêtre du garage, Marlin aperçut une limousine noire s'arrêter devant la maison. C'était élégant et indéniablement cher, du genre qui séduisait les PDG et les politiciens. Hors de propos, même dans le quartier aisé de Beckett. Qui sait? Demanda Wesley en regardant dehors. Aucune idée, répondit Marlin. Ils virent une femme sortir de la banquette arrière. Elle était grande et élégante, vêtue d'un costume sur mesure qui parlait d'argent réel, et non de l'argent désespéré et énergique auquel aspiraient les Beckett. Sa posture était militaire, droite, ses mouvements précis. Alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée, curieuse, Marlin ouvrit la porte latérale du garage. Les enfants le suivirent juste au moment où la porte d'entrée de la maison principale s'ouvrait. Les banderoles se déversèrent sur le porche, la confusion évidente sur leurs visages. La femme de la limousine se tenait au bas des marches, son regard balayant la famille rassemblée. Avant d'atterrir sur Marlin, son visage affichait une lueur de reconnaissance. « À qui appartient cette maison ?» demanda-t-elle d'une voix claire et autoritaire. Glenn s'avança, la poitrine bombée, « Oui, Glenn Beckett. »« Et tu le es ?» La femme l'ignora, gardant les yeux sur Marlin. « Je cherche Marlon Grigg. » Tout le monde se tourna vers lui. Marlin s'avança, conscient qu'il y avait encore de la graisse sous ses ongles malgré son frottement. « C'est moi. Je m'appelle Ria Terelli, dit la femme. J'ai des relations juridiques avec le propriétaire actuel de cette propriété. » Elle fit une pause, laissant ses mots pénétrer. Son nom est Marlon Grigg. Un halètement collectif s'éleva. Lorna,
qui se tenait debout avec un verre de vin à la main, pâlit. Le verre lui glissa des doigts et se brisa sur la marche du porche. « De quoi tu parles ?» a demandé Glenn. « C'est ma maison. Je le possède depuis 20 ans. » Ria Terrelli ouvrit une élégante mallette et en sortit un dossier. « Peut-être devrions-nous en discuter à l'intérieur, monsieur Grigg. » Marlin, essayant toujours de comprendre ce qui se passait, hocha la tête. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, il aperçut le visage de Lorna pour la première fois depuis des années. Elle le regardait directement, les yeux écarquillés par ce qui ne pouvait être décrit que comme de la peur. Le salon des Beckett parut soudain petit, avec une tension suffisamment forte pour couper. Ria Terrelli était assise en face de Marlin tandis que le reste de la famille tournait autour d'eux. Glenn resta debout, le visage rouge de colère. « C'est absurde », a-t-il craché. « J'exige de savoir de quoi il s'agit. » Ria l'ignora, se concentrant uniquement sur Marlin. « Monsieur Grigg, connaissiez-vous un homme nommé Eldon Terrelli ?» Le nom frappa Marlin comme une vague de souvenirs. « Oui, dit-il doucement. Je connaissais Eldon. Pourriez-vous me dire comment ? » Ria a demandé. Marlin sentit tous les regards tournés vers lui. C'était il y a environ 7 ans. Je rentrais tard chez moi après mon travail et j'ai vu une voiture en panne sur la route 30. Un homme plus âgé essayait d'appeler de l'aide, mais personne ne s'arrêtait. Je me suis arrêté. La pièce était silencieuse. Maintenant, même Glenn était temporairement abasourdi par son silence. La voiture était une Bentley. Marlin a poursuivi, la batterie était morte, solution simple. Je l'ai sauté pour lui mais il semblait, je ne sais pas, perdu d'une manière ou d'une autre. Il a dit que son chauffeur était tombé malade et qu'il avait essayé de rentrer chez lui en voiture. Il m'a proposé de me payer mais j'ai refusé. Et puis Ria a demandé. Il m'a demandé mon nom et mon numéro, m'a dit que s'il avait besoin de réparation, il appellerait une semaine plus tard. Il l'a fait. Après cela, j'allais chez lui tous les quelques mois, vérifier ses voitures, effectuer l'entretien de base, apprenais à avancer. Tu ne m'en as jamais parlé. Marlon la regarda. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Les mots flottaient dans l'air, une simple vérité qui mettait à nu l'état de leur mariage. Eldon était mon oncle. Ria a expliqué qu'il est décédé il y a 3 mois. Je suis désolé d'entendre ça. Marlin a dit. Et il le pensait vraiment. Le vieil homme avait été gentil et intéressant à qui parler. Ils avaient partagé des histoires de guerre, Eldon du Vietnam, Marlin d'Irak. Parfois, il reste simplement assis dans son immense garage, buvant du café dans un silence amical. Dans son testament, Ria poursuit, oncle Eldon a laissé des instructions spécifiques concernant sa succession. Une partie importante de ses biens immobiliers et de ses liquidités devait vous être transférée, monsieur Grigg. La salle a éclaté, c'est absurde, a crié Glenn. Papa n'a jamais mentionné d'amis milliardaires. Dit Wesley, les yeux écarquillés. Gavin rit nerveusement. Cela doit être une erreur. Ria ouvrit calmement son dossier et en sortit un document. Il s'agit d'une copie de l'acte de propriété de cette propriété, qui faisait partie du portefeuille de mon oncle. Il l'a acheté il y a 20 ans par l'intermédiaire d'une société holding et l'a loué à Glenn et Bonnie Beckett. C'est un mensonge, balbutia Glenn. J'ai acheté cette maison directement. Vous avez effectué des paiements à Terrelli Holdings. Ria a corrigé la société que mon oncle utilisait pour ses investissements immobiliers. Vous n'avez jamais possédé cette maison, monsieur Beckett. Vous le louez depuis 20 ans, pensant qu'il s'agissait d'un contrat de location-vente. Bonnie s'effondra sur une chaise, sa façade parfaite se brisant. Ce n'est pas possible. J'ai toute la documentation ici, dit Ria impassible. À la mort de mon oncle, la propriété de cette propriété a été transférée à monsieur Grigg, ainsi que 14 autres propriétés et environ 62 millions de dollars en divers investissements. Le chiffre a fait l'effet d'une bombe dans la salle, 62 millions. Marlin se sentit étourdi. Pourquoi ferait-il ça? Marlin a demandé doucement que l'attitude professionnelle de Ria se soit légèrement adoucie. Oncle Eldon n'avait pas d'enfant, pas de famille à part moi, et j'étais déjà bien pourvu. Il a laissé une lettre expliquant sa décision. Elle tendit à Marlin une enveloppe. Il a déclaré, vous étiez la seule personne depuis des années à l'aider sans rien attendre en retour. Marlin regarda l'enveloppe. Incapable de l'ouvrir sous les yeux de tout le monde, il le fourra dans sa poche.
C'est une arnaque, a déclaré Gavin. Nous devrions appeler la police. Bien sûr, répondit Ria. Mon équipe juridique se fera un plaisir de présenter tous les documents aux autorités, y compris le fait que les Becquet revendiquent faussement la propriété de cette propriété sur les documents fiscaux depuis des années. Glenn est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Maintenant, attendez juste une minute. Comme le nouveau propriétaire, Ria a continué à s'adresser à Marlin, vous avez certaines décisions à prendre, notamment concernant les occupants actuels. L'implication était claire, Marlin pourrait expulser les Becquet, sa belle famille, les parents de sa femme, les gens qu'il avait méprisés pendant 14 ans, qu'il avait relégués au garage le jour de Thanksgiving. Il regarda Lorna, qui lui rendit son regard avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer, c'était un calcul de peur. Pour la première fois, il se demanda si elle l'avait vraiment aimé. J'ai besoin d'air, dit Marlin en se levant brusquement dehors. L'air de novembre lui mordait le visage, mais ça faisait du bien de se clarifier. Il se tenait sur la pelouse immaculée, regardant maintenant la maison de la maison, apparemment, et essayait de donner un sens à ce qui se passait. Des pas approchèrent par derrière. Il attendait Lorna, mais ce furent Wesley et Clara qui apparurent à ses côtés. La voix de papa Wesley était incertaine. Est-ce vrai? Sommes-nous riches maintenant? Marlin a mis un bras autour de chacun de ses enfants. Je ne sais pas exactement ce que nous sommes en ce moment, mon pote, mais nous allons le découvrir ensemble. Clara s'appuya contre lui. Cela signifie-t-il que nous n'avons plus besoin de nous asseoir dans le garage? Un rire lui échappa, surprenant par sa chaleur authentique, fini les dîners de garage, c'est sûr. À l'intérieur de la maison, il pouvait voir les Becquet en conversation frénétique, Ria se tenant à l'écart avec son calme professionnel intact. Lorna faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des années. C'était le geste d'une jeune infirmière dont il était tombé amoureux avant que le vernis ne recouvre sa réalité. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Wesley. Marlin prit une profonde inspiration. Que faut-il faire? Lorsqu'ils rentrèrent à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Glenn et Bonnie étaient assis l'un contre l'autre sur le canapé. Leur bombasse antérieure s'est dégonflée. Gavin se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main, envoyant furieusement des SMS. Évangeline regardait les débats avec une fascination non dissimulée. Lorna s'approcha de Marlin à voix basse. « Nous devons parler en privé plus tard. » Il a dit, « Pour le moment, je dois parler avec Ria. » Le licenciement fut doux mais ferme. Lorna recula. Une lueur de respect dans ses yeux. Ria était en train de rassembler ses documents lorsque Marlin s'est approché. J'imagine que c'est écrasant. Monsieur Grigg, prenez votre temps. Tous les documents sont en règle et mon équipe est à votre disposition. Merci, dit Marlin. Puis il se tourna vers les Becquet, ses beaux-parents, ses traîtres. Lorna, dit-il d'une voix ferme, tes parents doivent faire leurs valises. Cette maison ne leur appartient plus. Bonnie halta. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors. Nous sommes une famille. Famille, répéta Marlin. La famille ne se bannit pas au garage. La famille ne se moque pas des moyens de subsistance de quelqu'un et ne le traite pas comme de la saleté. Glenn se leva en tremblant. Maintenant, vois ici, Marlin, nous pouvons trouver une solution. Nous vous avons toujours traité équitablement. Non, Marlin l'a interrompu. Ce n'est pas le cas, mais cela n'a pas d'importance. Maintenant Lorna s'avança, les yeux soudain mouillés de larmes. Marlin, s'il te plaît, pense aux enfants. Ils viendront avec moi. Il dit simplement, tu as fait ton choix il y a longtemps, Lorna. Chaque fois que tu es resté silencieux quand ton père m'insultait, chaque fois que tu les as choisis plutôt que nous. La pièce devint silencieuse. Même Gavin avait arrêté d'envoyer des SMS. Je te donne 30 jours. Marlin a continué à s'adresser à Glenn et Bonnie. C'est plus généreux que tu ne le mérites, mais c'est la bonne chose à faire. Et où sommes-nous censés aller? Demanda Bonnie, la voix brisée. Ce n'est pas mon problème. Marlin a répondu, pas méchamment mais fermement, vous avez eu tout le temps d'économiser, étant donné que vous n'avez pas payé d'hypothèque toutes ces années. Il se tourna vers Ria. J'aimerais voir le reste de la documentation quand cela me convient. Pour l'instant, mes enfants et moi rentrons à la maison. Wesley et Clara se tenaient près de la porte, les yeux écarquillés mais debout. Évangeline leur fit un petit sourire encourageant. Alors qu'ils sortaient, Lorna l'appela. Marlin, attends,
il faut qu'on en parle. Il fit une pause mais ne se retourna pas. Nous le ferons, mais pas aujourd'hui. Dans le camion qui s'éloignait de la maison des Becquet. Maintenant, Marlin ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, la paix. Le chemin à parcourir était incertain, mais pour la première fois depuis trop longtemps, c'était lui qui avait le contrôle. Papa Clara a demandé depuis la banquette arrière, « Est-ce que toi et maman êtes en train de divorcer ?» La question restait en suspens. Marlin regarda dans le rétroviseur et vit les yeux sérieux de sa fille. « Je ne sais pas encore. » Répondit-il honnêtement, « mais quoi qu'il arrive, vous êtes toujours ma priorité. » Wesley hocha lentement la tête. « Bien, parce que tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré, tu as juste géré. » C'était ça. C'était plutôt cool, papa. Marlin tendit la main et serra l'épaule de son fils. Puis il continua sa route, laissant le monde Becquet derrière lui avec le goût de quelque chose comme la liberté sur sa langue. Marlin était assis dans un bureau élégant du centre-ville, ne se sentant pas à sa place malgré son nouveau costume. De l'autre côté de l'immense bureau, Ria Terelli examinait les documents avec une efficacité concentrée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis Thanksgiving et sa vie s'était transformée en quelque chose de méconnaissable. Le transfert des propriétés restantes se déroule sans problème, dit Ria, sans lever les yeux de sa tablette. Il y a quelques papiers pour les comptes offshore, mais rien de compliqué. Marlin hocha la tête, ayant toujours du mal à comprendre l'étendue de son héritage. J'apprécie votre aide pour tout ça. C'est pour cela que l'oncle Elden m'a répondu, puis elle a fait une pause. Et Marlin remplit le silence. Comment m'as-tu trouvé après sa mort? Il a laissé des instructions détaillées. La volonté était explicite, retrouver Marlon Grigg, propriétaire de Grigg & Son Repair. Il a dit que tu aurais besoin de temps pour t'adapter, donc je devais attendre 3 mois avant de te contacter. Un sourire rare traversa son attitude professionnelle. Il n'a pas mentionné que ce serait lors d'un dîner familial de Thanksgiving. Votre timing était dramatique, a admis Marlin. Alors j'ai rassemblé. Ria posa sa tablette. Avez-vous déjà lu sa lettre? Marlin toucha la poche de sa veste où se trouvait toujours l'enveloppe. Pas encore. Tu devrais. Cela pourrait vous aider à comprendre. Elle a hésité. Avez-vous décidé quoi faire de votre femme? La question était directe, mais Marlin en était venu à apprécier la franchise de Ria. Lorna appelle sans arrêt, envoie des SMS et des emails. Elle veut arranger les choses. Et vous? Marlin regardait par la fenêtre la ville en contrebas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose à régler. Avant que Ria ne puisse répondre, son assistante sonna dans l'interphone. Madame Terelli, il y a quelqu'un ici qui insiste pour voir Monsieur Grigg. Madame Grigg, elle est assez persistante. Ria haussa un sourcil en direction de Marlin. Votre appel côté Marlin. Laissez-la, en mai aussi, en finir avec ça. Quand Lorna entra, Marlin la reconnut à peine. Fini la fille polie de Becca, remplacée par quelqu'un qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux furent tirés en arrière à la hâte. Ses vêtements froissés. Marlin, souffla-t-elle. J'ai essayé de te joindre, j'ai été occupé, répondit-il sans se lever de sa chaise. Lorna jeta un coup d'œil à Ria. Pourrions-nous avoir un moment seul, mais il reste. Marlin dit fermement, tout ce que tu as à dire peut être dit devant elle. La mâchoire de Lorna se serra mais elle hocha la tête. Très bien, Marlin, qu'est-ce que tu fais à mes parents? C'est cruel. Ils sont plus âgés, ils n'ont nulle part où aller. Il leur reste 3 semaines pour s'en rendre compte. Marlin l'interrompit. Et ils ne sont guère démunis. Le cabinet d'avocat de votre père s'en sort plutôt bien. Ils vivent dans cette maison depuis 20 ans. Tous leurs souvenirs de mépris des autres, de traitement des gens comme s'ils étaient en dessous d'eux. Marlin secoua la tête. Je ne suis pas intéressé à préserver cet héritage. La voix de Lorna se transforma en un murmure désespéré. Et notre mariage, notre famille. Nous pouvons résoudre ce problème, Marlin. Je l'ai été. J'ai souffert de dépression. Cela a affecté mon jugement. Arrêtez. La voix de Marlin était calme mais ferme. Ne me mens pas, Lorna, plus maintenant. Les larmes lui montèrent aux yeux. Je ne mens pas. J'ai besoin d'aide, Marlin. J'ai besoin de toi. Vous avez besoin de mon argent. Corrigea-t-il. L'argent change tout, n'est-ce pas?
Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Marlin se pencha en avant. Où était cette préoccupation pour notre mariage le mois dernier ou le mois précédent? À quand remonte la dernière fois que tu m'as regardé, vraiment regardé, avant de découvrir que je valais des millions? Lorna se tut, les larmes coulant sur son visage. Les enfants m'ont dit que tu prévoyais de déménager dans une maison plus petite. Marlin poursuit, pourquoi cela serait-il nécessaire si nous n'avions pas de problème financier? C'était juste une idée, une façon d'économiser de l'argent ou des préparatifs pour un divorce. Le calme de Marlin était troublant. Tu comptais me quitter après Thanksgiving, Lorna? Son silence était une réponse suffisante. Mademoiselle Terrelli, dit Marlin. Pourriez-vous nous donner une minute? En fait privé cette fois. Ria hocha la tête et sortit, fermant la porte derrière elle. Lorsqu'ils furent seuls, Marlin sortit finalement l'enveloppe de sa poche. J'ai lu la lettre d'Elden hier soir. Lorna le regarda déplier une seule feuille de papier. Il a écrit qu'il me surveillait depuis des années, pas seulement lors de mes visites, mais aussi à d'autres moments. Il avait des gens qui me surveillaient, s'assurant que j'étais l'homme qu'il pensait que j'étais. La voix de Marlin était dénuée d'émotion. Il a mentionné avoir vu ma femme au Riverside Plaza il y a 3 mois en train de déjeuner avec son frère. Il semblait donc très intéressé par certains documents. Lorna est devenue pâle. De quoi parles-tu? Relevé bancaire, Lorna? Pour un compte joint que je n'ai jamais ouvert. Marlin déposa la lettre. Elden a demandé à son équipe d'examiner la question. Ils ont trouvé 3 comptes à notre nom pour lesquels je n'ai jamais signé. L'argent passait de mon entreprise vers ces comptes, puis disparaissait. Marlin, je peux t'expliquer. Gavin t'a aidé à forger ma signature, n'a-t-il pas ouvert des comptes pour siphonner l'argent du magasin? La voix de Marlin resta ferme. Combien de temps comptais-tu me quitter? Combien as-tu pris? Les larmes de Lorna s'arrêtèrent brusquement. Son visage se durcit. Que étais-je censé faire? Rester marié à un mécanicien pour toujours? Regarder mon frère et mes amis déménager pendant que nous restions coincés dans cette petite maison? Tu n'as aucune ambition, Marlin, aucune vision. La vérité, enfin. Cela aurait dû faire plus mal, mais Marlin ne ressentit qu'une triste confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà, l'entreprise était en faillite. Continua Lorna, une note de défi entrant dans sa voix. J'assurais notre avenir, mon avenir, celui de l'enfant en me volant, en prenant ce que je méritais après 14 ans de mariage. Elle a lancé, savez-vous ce que c'est d'être marié à quelqu'un d'aussi ordinaire? Quelqu'un que mes parents me rappellent constamment aurait pu être bien plus s'il avait juste essayé. Marlin étudia sa femme, la voyant clairement pour la première fois depuis des années. Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas vraiment? La colère de Lorna faiblit. Je pensais l'avoir fait. Au début, tu étais différent, solide, après tous les garçons riches qui voulaient juste jouer. Tu avais l'air réel, mais pas assez, pas pour la vie que je voulais. Elle se redressa, se ressaisissant. Alors que se passe-t-il maintenant? Tu divorces et tu prends les enfants? Cela dépend de ce que vous avez fait d'autre. Marlin a dit, jusqu'où cela va-t-il, Lorna? Est-ce juste? Les comptes où y a-t-il plus? Une lueur de peur traversa son visage. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je pense que oui. Marlin se leva, Madame Terrelli a une équipe qui enquête sur tous les aspects de mes finances. Maintenant, ils trouveront tout ce qu'il y a là-bas. C'est mieux si ça vient de toi. Au début, Lorna semblait calculer ses options, son esprit travaillant visiblement. Finalement, elle dit, j'ai besoin d'un verre d'eau. Il y a une photo sur la table d'appoint. Tandis que Lorna traversait la pièce, Marlin la regardait. La façon dont elle marchait, la façon dont elle se tenait. Tout cela n'était qu'une performance. Il s'est rendu compte que cela avait toujours été le cas. Si je vous dis tout, elle a dit doucement, serez-vous raisonnable à propos du divorce, à propos des enfants? Je serai juste. Marlin a répondu. Je ne serai pas manipulé. Lorna a hoché la tête, semblant accepter cela. Les comptes étaient l'idée de Gavin. Il a dit que c'était juste une assurance. Au cas où les choses tourneraient mal entre nous, il a aidé à les mettre en place. Combien? Environ 30 000 $ sur 2 ans. Son entreprise avait connu des difficultés et maintenant il savait en partie pourquoi. 20 ce n'était pas des projets pour devenir riche, c'était des opportunités. La défense de Lorna était faible, même à ses propres oreilles. De toute façon,
ça n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas? Tu es riche, tu peux tout payer. Marlin la regarda, émerveillé par son audace. Sortez, Marlin. Sortez maintenant avant que je dise quelque chose que je regretterai. Lorna hésita, puis rassembla son sac à main devant la porte. Elle fit une pause, et les enfants? Ils restent avec moi pour le moment. Nous trouverons des arrangements formels par l'intermédiaire d'avocats. Mes parents ont 3 semaines, pas un jour de plus. Après son départ, Marlin est resté debout pour tout traiter. Quand Ria revint, elle le trouva en train de regarder par la fenêtre. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « Non » répondit-il honnêtement. « Mais je le saurai. » Il se tourna pour lui faire face. « Je dois voir exactement ce qu'ils ont fait à mon entreprise et ensuite je dois y remédier. » Ria hocha la tête. « Mon équipe est déjà là-dessus. Mais, Marlin, tu devrais savoir qu'avec ce dont tu as hérité, tu n'as plus à te soucier du magasin. Tu peux repartir à zéro, fais ce que tu veux. » Marlin secoua la tête. « Ce magasin était celui de mon père, c'est le mien et un jour ce sera peut-être celui de mon fils, s'il le veut. Je ne les laisserai pas me prendre ça. » Compris, le comportement professionnel de Ria est revenu. Dans ce cas, nous avons du travail à faire. Faire. Le lundi matin, il trouva Junot qui attendait dehors, le visage sombre. « Nous avons un problème, » dit Junot sans préambule. « La moitié de nos clients réguliers ont annulé leur rendez-vous. Le téléphone sonne, les gens retirent leurs affaires. » Marlin fronça les sourcils. « Que s'est-il passé, votre beau-frère est arrivé ?» Junot tendit son téléphone à Marlin. Ouvert à une page Facebook de la communauté locale. Commençait vendredi soir. Le message de Gavin Beckett était un chef-d'œuvre de diffamation, avertissant 2 communautés locales. Mon beau-frère, Marlon Grigg, propriétaire de Grigg & Son Repair, souffre de graves problèmes de santé mentale dus au SSPT. Il est devenu erratique, agressif et profère des menaces dangereuses contre les membres de sa famille. Bien que je sympathise avec son état, je ne peux pas, en toute bonne conscience, recommander de lui confier vos véhicules ou de fréquenter son entreprise jusqu'à ce qu'il reçoive l'aide dont il a besoin. En tant qu'ancien combattant moi-même, je comprends ses luttes. Marlin, vétéran du combat, grogna. Gavin n'avait jamais servi un seul jour de sa vie. Ce n'est que le début, a déclaré Junot. En faisant défiler vers le bas, c'est pire. D'autres messages faisaient état d'irrégularités financières, de mauvaise qualité de travail et faisaient allusion à des tendances violentes. Les commentaires étaient remplis de membres de la communauté inquiets, dont beaucoup promettaient de confier leurs affaires ailleurs. C'est de la calomnie, dit doucement Marlin. Aucune question. Junot a mis son téléphone dans sa poche. Mais ça marche town. La petite nouvelle se propage rapidement à l'intérieur de la boutique. Le téléphone sonna. Marlin a répondu pour entendre un autre client annulé. Je comprends qu'il ait dit machinalement. Merci de nous l'avoir fait savoir. Après avoir raccroché, il se tourna vers Junot. Combien d'annulations? 15 jusqu'à présent, principalement des habitués. Marlin passa une main sur son visage. Ils essaient de détruire ce qui reste de l'entreprise avant que nous puissions y remédier. Que faisons-nous? A demandé Junot. Marlin regardait le magasin autour de lui, les outils que son père avait collectionnés, les panneaux sur les murs, les décennies de travail honnête que cet endroit représentait. Nous ripostons, dit-il simplement, pas la voix de Gavin avec les mensonges et la manipulation, notre voix avec la vérité. Cet après-midi-là, Marlin a appelé Ria. J'ai besoin d'un avocat, un bon, et j'ai besoin de dossiers surtout. Gavin et Lorna, aviez-vous déjà des avocats? Ria lui a rappelé, toute une équipe à votre disposition. J'ai besoin de quelqu'un du coin, quelqu'un qui comprend les petites villes et leur fonctionnement. 2 jours plus tard, Marlin était assis en face de Patricia Winters, une avocate chevronnée réputée impitoyable, déguisée par le charme de grand-mère. Elle a examiné les preuves compilées par l'équipe de Ria avec une précision méthodique. C'est tout à fait le cas, monsieur Grigg. Elle a dit, retirez ses lunettes de lecture, usurpation d'identité, fraude, diffamation. Votre femme et son frère ont été occupés. Pouvons-nous le prouver? A demandé Marlin. Patricia sourit légèrement. Oh, oui, la trace écrite est remarquablement claire. Il ne s'attendait pas à ce que quiconque regarde de près. Je veux les poursuivre en justice, dit Marlin. Pas pour l'argent, je n'en ai plus besoin. Pour la vérité,
Je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait. Cela pourrait être arrangé. Patricia a pris note. Et ta femme? Vas-tu demander le divorce? Oui, et je veux la garde de mes enfants. Patricia hocha la tête. Compte tenu des preuves de ses activités criminelles, cela ne devrait pas être difficile. Mais soyez prêts, les gens comme votre femme et son frère ne descendent pas tranquillement. Ils se battront salement. Laissez-les. Marlin a dit que je n'avais rien à cacher. Le procès a été déposé le lendemain. Le soir, c'était le sujet de conversation de la ville. Les publications de Gavin ont disparu des réseaux sociaux, mais le mal était déjà fait. Le magasin est resté presque vide pendant des jours, avec seulement quelques clients fidèles bravant les rumeurs. Marlin a quand même travaillé. Il ouvrait tous les matins à 8 heures, fermait à 6 heures. Et effectuait tous les travaux qui lui étaient confiés avec la même attention qu'il avait toujours apportée. Le soir, il se concentrait sur ses enfants, s'assurant qu'ils comprenaient ce qui se passait sans les alourdir de problèmes d'adultes. « Est-ce que maman va en prison ?» a demandé Clara un soir pendant que Marlin l'abordait. « Je ne sais pas, ma chérie. » Il a répondu honnêtement. Ce qu'elle et oncle Gavin ont fait était mal. Mais ce sont les tribunaux qui décideront de la suite. Les enfants à l'école disent des choses. Wesley a dit depuis la porte que tu es fou, que tu as volé la maison de grand-mère et grand-père. Marlin tapota le lit et Wesley vint s'asseoir à côté de lui. Les gens disent beaucoup de choses sans connaître la vérité. La vérité est que j'ai hérité de cette maison d'un ami et je ne suis pas fou. Je défends juste ce qui est bien, comme quand vous étiez soldat, a demandé Clara. Marla hocha la tête comme ça. Au fil des jours, Ria est devenue une présence constante dans la nouvelle réalité de Marlin. Elle a géré la logistique de son héritage avec une efficacité impitoyable, mais a également vérifié régulièrement le procès et les enfants. Son professionnalisme a progressivement cédé la place à une véritable préoccupation. Vous pourriez fermer la boutique, a-t-elle suggéré un soir alors qu'ils examinaient des documents dans sa cuisine. Prenez le temps, découvrez ce que vous voulez vraiment faire maintenant. Marlin secoua la tête. Cette boutique m'a gardé sain d'esprit après la guerre. M'a donné un but quand j'en avais le plus besoin. Je ne l'abandonne pas parce que les temps sont durs. Ria l'a étudié avec un nouveau respect. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un qui prendrait l'argent et courirait, acheter un yacht, déménager sur une île, elle haussait les épaules. La plupart des gens le feraient, je ne suis pas la plupart des gens, non, elle a accepté tranquillement. Vous n'êtes pas. L'audience préliminaire pour le procès est arrivée plus rapidement que prévu. Le palais de justice était emballé, la curiosité de la petite ville faisant ressortir même celle sans connexion directe avec l'affaire. Marlin était assis à la table du demandeur avec Patricia à côté de lui. De l'autre côté de l'allée, Gavin et Lorna se sont blottis avec leur avocat, un type d'entreprise lisse de Philadelphie, le juge Hansen, une femme sévère dans la soixantaine avec une réputation de décision non décise, a appelé la cour à l'ordre. Avant de commencer, elle a dit, je veux être clair que j'ai examiné les preuves soumises par les deux parties et que je suis profondément troublé par ce que j'ai vu. Cette affaire implique de graves allégations qui vont au-delà des affaires civiles en territoire pénal potentiel. Patricia Rose, votre honneur, mon client est principalement soucieux de nettoyer son nom et d'obtenir l'avenir de son entreprise. Bien que nous pensons que des accusations criminelles puissent être justifiées, nous sommes concentrés aujourd'hui sur les aspects civils de cette affaire. Le juge hocha la tête, profitait très bien. Ce qui a suivi a été un démantèlement méthodique des actions de Gavin et Lorna. Patricia a présenté des dossiers bancaires, des signatures falsifiées, des documents de prêt et des captures d'écran orodatrices des postes diffamatoires de Gavin. Elle a appelé des témoins qui ont témoigné à la campagne Soudi Whisper contre Greg Esson. Quand ce fut le tour de la défense, leur stratégie est devenue claire, peindre Marlin comme instable, chasser l'héritage et dépeindre Lorna comme une femme concernée essayant de protéger les finances de la famille des mauvaises décisions de son mari. Monsieur Grigg vient soudainement des millions d'un mystérieux bienfaiteur dont personne n'avait entendu parler avant que leur avocat ne se retourne, puis se retourne immédiatement contre sa famille. C'est clairement un homme qui connaît une sorte de rupture de la réalité. Les murmures ont traversé la salle d'audience. Marlin est resté stoïque, mais à l'intérieur du doute s'est glissé. Les gens croiraient-ils à ce récit? Patricia a ensuite appelé son dernier témoin, Ria Terelli. Ria a pris position avec la même autorité composée. Elle a apporté à tout sous serment. Elle a détaillé la relation de son oncle avec Marron, la documentation juridique de l'héritage,
une enquête qui avait découvert les régimes financiers de Lorna et Gavin. Madame Telly Patricia a demandé, dans votre capacité professionnelle qui supervise des domaines importants, avez-vous déjà rencontré une situation comme celle-ci auparavant? Oui, Ria a répondu. Malheureusement, la richesse soudaine révèle souvent qui sont vraiment les gens. D'après mon expérience, ce qui était malhonnête avant que l'argent entre sur l'image ne devient rarement honnête après. Lorsque la défense a tenté de la contre-interroger, les réponses de Ria étaient précises et dévastatrices. Elle a fait référence à des dates spécifiques, des documents et des statuts juridiques avec une telle autorité que même le juge semblait impressionné. À la fin de la journée, le juge Hansen a rendu sa décision sur la base des preuves présentées. Je trouve une preuve claire et convaincante de fraude, un vol d'identité et une diffamation délibérée. Les publications sur les réseaux sociaux de M. Beckett ont été des tentatives malveillantes pour détruire la réputation et les affaires de M. Grigg. Elle a tourné un regard sévère sur Gavin. Je fais référence à cette question au procureur de district pour des accusations criminelles potentielles. Gavin palde. Visiblement, Lorna a serré le bord de la table. Quant aux affaires civiles, le juge a poursuivi, j'accorde la demande de M. Grigg pour une ordonnance d'interdiction contre les deux défendeurs. M. Beckett est condamné à publier une rétraction complète de ses fausses déclarations. Il est interdit aux deux défendeurs de faire d'autres déclarations publiques concernant M. Grigg ou son entreprise. Elle a frappé son gavel. La cour est ajournée à l'extérieur du palais de justice. Les journalistes des journaux locaux se sont regroupés autour de Marlin et ont utilisé l'attention, ont gardé ses commentaires brefs. Tout ce que je voulais, c'était la vérité, leur a-t-il dit. Maintenant, les gens le savent. Alors qu'il se dirigeait vers le parking, Ria à côté de lui, il a repéré Lorna debout seule près de sa voiture. Leurs yeux se sont rencontrés sur la distance. Pendant un moment, il a vu la femme qu'il aimait autrefois, vulnérable, humaine. Puis son regard se durcit et elle se détourna. « Ça va ?» a demandé Ria tranquillement. Marlon hocha la tête, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Cette nuit-là, après que les enfants dormaient, Marlin s'est assis sur son porche en regardant les étoiles, la vieille enveloppe avec la lettre d'Elden était ouverte sur ses genoux. Une ligne revenait à lui, vous m'aidez quand? Personne d'autre ne le ferait, ne demandant rien en retour. Ce genre de décence est rare dans ce monde. Il mérite d'être récompensé. Des mots simples qui avaient tout changé, pas seulement sa situation financière, mais sa compréhension de lui-même et des gens autour de lui. La porte arrière s'est ouverte et Wesley est sorti enveloppé dans une couverture contre le froid de décembre. « Je ne peux pas dormir » a demandé Marlin. Wesley secoua la tête. « J'ai entendu des enfants parler après l'école de maman. Ils ont dit qu'elle pourrait aller en prison. » Marlin soupira, « C'est possible. Ce qu'elle et l'oncle Gavin ont fait, c'est contre la loi. Voulez-vous qu'elle le fasse ?» La question était directe, honnête dans la façon dont seuls les enfants peuvent l'être. Marlin considérait attentivement sa réponse. « Ce que je veux, c'est que les actions ont des conséquences, a-t-il dit enfin, bon ou mauvais, votre maman a fait des choix qui blessent les gens. Elle a besoin de faire face à ces conséquences, quoi qu'elles soient. » Wesley a absorbé ceci. « Vous n'avez pas crié devant le tribunal aujourd'hui. Tout le monde allait tout travailler, mais vous vous êtes assis là comme vous le saviez. » Marlin sourit légèrement. « Je n'étais pas sûr que ce serait bien, mais se faire travailler n'aurait pas d'aide. Est-ce que ce soit un soldat en partie? » Marlin a regardé son fils se voyant à 14 ans, confus, essayant de comprendre le monde adulte en guerre, vous apprenez que la panique fait tuer les gens. Vous restez calme. Vous pensez clairement. Vous faites ce qui doit être fait. Wesley acquiesça lentement. J'aime faire ce qui doit être fait. Ils se sont assis dans un silence compagnon pendant un certain temps, juste père et fils sous le ciel d'hiver. Papa Wesley a finalement demandé ce qui se passe maintenant? Marlin a mis un bras autour des épaules de son fils. Maintenant, nous reconstruisons la boutique, nos vies, tout ensemble. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Le panneau floral sur la maison Beckett a augmenté début janvier. Marlin avait donné à Glenn et Bonnie leurs 30 jours, puis 2 semaines supplémentaires lorsque Bonnie avait appelé en larmes en mendiant plus de temps. Mais à la mi-janvier, ils étaient partis, déménagés dans une propriété locative la moitié de la taille de leur maison précédente. Marlin se tenait dans la maison vide, des pas résonnant sur des planchers de bois franc. Malgré sa grandeur, il se sentait creux, dépourvu de chaleur. Cet endroit n'avait jamais été une maison, a-t-il réalisé, juste un monument à la prétention.
Que pensez-vous? A demandé Ria, debout à côté de lui dans le salon caverneux. Je pense que je ne veux jamais vivre ici, répondit Marlin. Vous pouvez le vendre. Les valeurs des propriétés dans ce quartier sont excellentes. Marlin hocha la tête. C'est le plan, utiliser l'argent pour quelque chose qui compte. Au cours des 2 mois depuis Thanksgiving, sa vie s'était transformée d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le procès s'était terminé par une victoire décisive. Gavin, confronté à des accusations criminelles pour fraude et vol d'identité, s'était enfui en Floride, abandonnant sa fille, Évangène, et ce qui restait de sa réputation. Lorna avait évité la prison en coopérant avec les autorités, mais avait perdu son permis de soins infirmiers et sa position dans la communauté. La procédure de divorce était en cours, Marlin étant accordé temporaire complet de Wesley et Clara. Lorna a été autorisée aux visites supervisées, des visites qui sont de plus en plus tendues à mesure que la loyauté des enfants se trouvait clairement avec leur père, Greg et ses fils. La réparation se remettait lentement. Après que la vérité sur la campagne de frottis de Gavin a été révélée, les clients ont commencé à revenir. Marlin a utilisé une petite partie de son héritage pour améliorer l'équipement de la boutique et louer 2 mécanismes supplémentaires, les 2 vétérans. Ils s'étaient rencontrés via un programme de soutien à la VA. Mais le développement le plus surprenant avait été sa relation en évolution avec Ria Terelli. Ce qui avait commencé comme une connexion purement professionnelle était devenu quelque chose de plus complexe, et non de la romance, les deux étaient trop gardés pour cela, mais une amitié construite sur le respect mutuel et les expériences partagées. J'ai pensé à ce que vous avez dit. Marlin lui a dit en traversant la maison béquée vide de l'utilisation de l'argent pour quelque chose qui compte. Et je veux démarrer un organisme à but non lucratif, un garage qui forme des vétérans en réparation automobile, leur donne des compétences commercialisables, aide à revenir à la vie civile. Ria considérait cela comme une bonne cause. Votre ami Juno pourrait aider à l'exécuter. C'est ce que je pensais. Marlin s'arrêta et aurait été l'étude de Glenn. Nous pourrions utiliser une partie du produit de cette maison pour le financer. Le reste va au fonds collégiaux des enfants. Très pratique. Ria hocha la tête avec approbation. Oncle Elden approuverait. Alors qu'ils continuaient leur tournée, le téléphone de Marlin a sonné. Le nom de Wesley a clignoté sur l'écran. Tout va bien, mon pote. Répondit Marlin, maman est ici. Wesley a dit sa voix serrée à la maison, elle dit qu'elle a besoin de vous parler. Elle ne va pas très bien, papa. Marlin soupira, je serai à la maison dans 20 minutes. Ne la laissez pas à l'intérieur jusqu'à ce que j'y arrive. Après avoir terminé l'appel, il se tourna vers Ria. Je dois y aller. Lorna s'est éteinte à l'improviste. Je veux que je vienne avec toi. L'offre l'a surpris. Non, mais merci, c'est quelque chose que je dois gérer seul. Lorsque Marlin est rentré chez lui, Lorna était assise sur les marches. Son apparence une ombre de son ancien moi poli. Ses vêtements étaient propres mais froissés. Ses cheveux se retirent avec négligence. Les cercles sombres ombragèrent ses yeux. Wesley et Clara ont regardé avec anxiété depuis la fenêtre du salon tandis que Marlin s'approchait de sa femme arrangée. Ce n'est pas votre journée de visite prévue, a-t-il dit, en gardant ses distances. Lorna leva les yeux, ses yeux rouges. Bordé. J'ai été expulsé. Mon appartement, je n'ai pas pu faire le loyer. Marlin a absorbé ceci. Et tes parents? Elle rit amèrement. Ils me parlent à peine. Blâmez-moi pour tout, perdre leur maison, le scandale, tout cela. Et Gavin à Miami, censé recommencer frais, ne retournera pas mes appels. Elle essuya les yeux. Je n'ai nulle part où aller, Marlin. Le vieux Marlin aurait pu céder immédiatement, aurait pu lui offrir la chambre de rechange par loyauté ou culpabilité persistante, mais cet homme était parti. Que demandez-vous exactement, dit-il tranquillement. Je ne sais pas. Elle a admis, de l'argent, je suppose, ou un endroit où séjourner pendant quelques jours. Et puis quoi? Quel est ton plan, Lorna? Elle regarda ses mains. Je n'en ai pas, Marlin sait. Assis à côté d'elle, en maintenant une distance prudente. Vous savez ce que j'ai réalisé ces derniers mois? Vous aviez toujours un plan du jour où nous nous sommes rencontrés. Vous saviez exactement ce que vous vouliez et comment l'obtenir. Vous avez planifié notre mariage, notre maison, nos enfants, les écoles, tout. Lorna acquiesça lentement. La seule chose que vous n'aviez pas prévue était d'être satisfait de ce que vous aviez. Marlin a continué avec qui j'étais.
Je sais que maintenant elle chuchota. Je suis désolé, Marlin, je le suis vraiment. Il l'a étudié, à la recherche de la manipulation qui avait coloré leur relation pendant des années, mais tout ce qu'il a vu était une femme brisée face aux conséquences de ses choix. Je vais vous aider à trouver un endroit, a-t-il dit enfin, et je couvrirai un loyer de 3 mois. Après cela, vous êtes seul. Un soulagement a inondé son visage. Merci, je sais que je ne mérite pas. Ce n'est pas ce que vous méritez. Marlin la coupe. Il s'agit de qui je suis, qui je choisis d'être à l'intérieur. Wesley et Clara ont regardé l'échange avec appréhension. Lorsque Marlin est revenu, ils l'ont bombardé de questions. Est-ce que maman revient? A demandé Clara. Non. Marlin a répondu fermement, votre mère traverse une période difficile et je l'aide à trouver un nouvel endroit où vivre. Mais c'est notre maison maintenant, le mien et Wesley's. Nous la voyons toujours. La question de Wesley avait une complexité au-delà de ses années. C'est à vous de décider, dit honnêtement Marlin. Elle est toujours votre mère et elle vous aime sur son chemin, mais je ne vous obligerai pas à passer du temps avec elle si vous ne voulez pas. Clara le serra férocement dans ses bras. Je veux rester avec toi. Marlin tenait sa fille proche, chaleureuse. Alors c'est ce que nous ferons. Le printemps est venu lentement en Pennsylvanie, mais en avril, la ville avait perdu son gris hivernal pour un verre provisoire. La maison Beckett s'est vendue bien au-dessus du prix demandé et Marlin a utilisé le produit exactement comme prévu, en établissant le programme de formation des anciens combattants de Grieg et en obtenant un avenir pédagogique de ses enfants. La grande ouverture du centre de réparation et de formation de Grieg et de son élargi était prévue pour un samedi ensoleillé fin avril. L'ancien garage avait été rénové et élargi avec une nouvelle aile dédiée spécifiquement au programme de formation à but non lucratif. Juno, désormais officiellement le partenaire commercial de Marlin, avait pris en charge le recrutement, faisant appel à 6 anciens combattants pour la classe inaugurale qui est. Marlin a étudié la transformation. Il a ressenti une fierté silencieuse qui n'avait rien à voir avec l'argent qui avait rendu le possible. Il s'agissait de l'héritage, de son père et du sien. Demanda Nervuria, apparaissant à côté de lui dans une rare tenue décontractée, un jean et un pull léger au lieu de ses costumes habituels. Un peu de Marlin a admis, la prise de parole en public n'est pas mon truc, soyez juste vous-même. Cela a assez bien fonctionné jusqu'à présent. L'événement a attiré une foule plus grande que prévu. Les entreprises locales qui avaient autrefois évité Grieg et les fils sont venus des cadeaux et des félicitations. Les groupes d'anciens combattants se sont présentés en vigueur. Même le maire a fait une apparition, désireux de s'associer à la presse positive que le projet générait. Les Beckett étaient notamment absents. Glenn et Bonnie s'étaient retirés de la vie publique, leur statut social dévasté par les révélations de leur tromperie financière. Lorna, travaillant maintenant comme réceptionniste dans un cabinet médical à Deville, avait refusé son invitation. Gavin est resté en Floride face à l'extradition pour les accusations qu'il avait fui. Mais Evangeline se tient un peu maladroitement près de la table de rafraîchissement jusqu'à ce que Marlin la repère. Je n'étais pas sûr que je serais la bienvenue, a-t-elle dit en s'approchant. Vous êtes toujours les bienvenus ici. Marlin lui a assuré. Comment allez-vous? Elle haussa les épaules. Rester avec maman depuis le départ de papa, a commencé l'université à l'école d'automne. Tout ce que nous pouvons nous permettre maintenant. Si vous avez besoin de quelque chose, je vais bien. Elle sourit légèrement. Je voulais juste dire que je pense que ce que vous faites ici est cool et que je suis désolé pour tout ce que ma famille vous a fait. Vous n'avez rien fait, a déclaré Marlin. Vous ne me devez aucune excuse. Au fur et à mesure que l'événement progressait, Marlin s'est retrouvé entouré de sympathisants. Wesley et Clara ont déménagé à travers la foule en toute confiance, montrant fièrement les visiteurs autour de l'établissement que leur père avait construit. Juno a présenté les vétérans stagiaires, chacun avec sa propre histoire de service et de lutte. Enfin, il était temps pour Marlin de parler. Debout devant la foule rassemblée, il sentit une panique momentanée, puis un étrange calme. Merci à tous d'être venus. Il a commencé simplement. Cette boutique fait partie de notre communauté depuis plus de 40 ans. Mon père l'a ouvert avec une conviction que le travail honnête et les transactions équitables le verraient à travers. Il avait raison. Marlin regarda Wesley, qui lui a donné un signe de tête encourageant. Certains d'entre vous savent que j'ai connu des changements dans ma vie récemment. Un rire a traversé la foule à l'euphémisme. Ce qui compte n'est pas l'argent ou la propriété. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire avec les opportunités qui nous sont offertes.
Il a fait un geste vers les anciens combattants à proximité. Ces hommes et ces femmes ont servi notre pays. Ils ont sacrifié d'une manière que la plupart d'entre nous ne peuvent pas imaginer. Maintenant, ils cherchent une chance de reconstruire leur vie, tout comme je devais le faire quand je suis rentré d'Irak. Ce centre est, pour eux, un endroit où apprendre, à travailler, à retrouver un but. Alors qu'il continuait, Marlin sentit quelque chose se déplacer en lui, le dernier morceau d'armure qu'il avait transporté depuis la guerre, depuis la trahison de Lorna, tombant finalement. Il n'a pas été défini par ce qui lui avait été fait, mais par ce qu'il a choisi de faire maintenant. Après le discours, alors que les gens se mêlaient et explorent l'établissement, Ria l'a retrouvé. C'était bien, a-t-elle dit. Vraiment bien, merci. Marlin a regardé ses enfants rire avec certains des vétérans. Je n'ai jamais pensé que je serais ici, vous savez, propriétaire de tout cela. En parlant à des foules, la vie a un moyen de nous surprendre. Ria a hésité puis a ajouté, je suis réaffecté. L'entreprise veut que je revienne à New York. La nouvelle a frappé Marlin plus fort que prévu. Quand partez-vous? 2 semaines? Papa, viens vite. Claire montre à tout le monde. Comment changer d'huile? Marlin sourit en s'excusant à Riarin, vérifier cette conversation. Elle a hoché la tête. Une chaleur rare dans ses yeux, je ne vais encore nulle part. Alors que le jour blessé et la foule a éclairci, Marlin s'est retrouvé à l'extérieur de la boutique. Le programme de formation a déjà été réalisé. On le frappe sur l'épaule. Wesley était profondément dans la conversation avec l'un des vétérans stagiaires sur les systèmes de diagnostic informatique. Ils avaient l'air heureux, Marlin s'est rendu compte, vraiment heureux, peut-être pour la première fois depuis des années. Alors que le dernier invité partait, Ria s'approcha à nouveau, les clés de voiture à la main. Je devrais aller dîner avec moi demain. Marlin a dit soudainement, juste nous, pas de discours d'affaires. Elle sourit, une véritable expression qui a transformé son visage généralement sérieux. J'aimerais ça. Après son départ, Marlin a rassemblé ses enfants et le personnel restant pour un toast final au nouveau début. Juno a proposé d'élever une tasse de soda en papier sur des restes et de l'acier. Marlin a contré les choses que nous récupérons et reconstruisons en tingeant des tasses. Marlin a regardé les gens qui l'entourent, ses enfants, son ami, ses employés. La famille n'était pas une question de sang, a-t-il réalisé. Il s'agissait de loyauté, de se tenir à côté les uns des autres quand cela importait le plus. À l'extérieur, le soir de printemps s'est installé au-dessus de la ville. Dans sa poche, Marlin portait la lettre d'Elden, un rappel que la gentillesse est parfois revenue de manière inattendue. Il a pensé à la route à venir, élever ses enfants, faire pousser l'entreprise, explorer ce que cette chose avec Ria pourrait devenir. Pour la première fois depuis des années, l'avenir avait l'air brillant qu'il sortit une dernière fois, levant les yeux vers la boutique. Signer l'héritage de son père, maintenant le sien et un jour peut-être ses fils, reste dans un acier, il murmura-t-il.